Radio Vissou. Votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Marie-Paul Kerr, bonjour. Alors, quand vous m'avez indiqué le sujet de ce jour, enfin la personnalité dont vous allez nous parler, j'avoue que je n'en avais jamais entendu parler. J'ai fait quelques recherches, comme tout le monde ferait sur Wikipédia par exemple, et j'ai trouvé des analogies entre elle et deux autres personnalités. Il s'agit de Théodore Monod et d'Alexandra David-Néel, mais peut-être ai-je fait une erreur. Non, vous avez parfaitement raison. Ils ont des points en commun très, très forts. Théodore Monod, parce que, comme Odette du Puy-Godot, il a été un passionné du désert dans lequel il a trouvé solitude, silence. Il ne faut jamais oublier que les déserts sont quand même les lieux du mysticisme. Les trois grandes religions monothéistes sont nées au désert. Et il y a un point commun là entre Théodore Monod et Odette du Puy-Godot. Quant à Alexandra David-Néel, vous avez également raison. Outre le fait qu'ils sont tous à peu près de la même génération, c'est également une femme qui, à une époque où les femmes étaient censées plutôt rester à la maison, a décidé de façon très précoce et avec un itinéraire très très curieux, celui d'Alexandra David-Néel, beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus mystique également que ne l'a été Odette du Puy-Godot, avait décidé d'aller courir le vaste monde et non pas de rester dans les quatre murs auxquels sa naissance le destinait. Donc effectivement, il y a des points communs. Il y a d'autres dames sur lesquelles je conclurai que l'on pourrait également rapprocher d'Odette du Puy-Godot. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Odette du Puy-Godot, qui était née le 20 juillet 1894 et elle mourra presque centenaire. Elle était née en Bretagne et elle mourra presque centenaire en juillet 1991 au Maroc. Donc, elle est issue d'un milieu qui est un milieu de la petite aristocratie ou de la petite noblesse française. Son père était un peintre de l'école dite de Pont-Aven. Il a été ami de Degas et de Gauguin. Sa peinture n'est pas une peinture extrêmement connue, mais par exemple, le musée Thyssen-Bornemisza à Madrid expose un tableau de Puy-Godot. Il y en a également, je pense, dans les réserves du musée d'Orsay. Et sa mère était également artiste et elle a été l'unique enfant de ce couple. Et du coup, pour son père, cet enfant, cette fille, a été élevée comme un fils. C'est un point commun qu'on retrouvera, par exemple, avec Isabelle Eberhardt, autre aventurière à peu près de la même période. Elle a été élevée comme un fils, le fils rêvé, fils porteur des valeurs aristocratiques de son père, qui, tout en étant artiste, ne menait pas une vie de bohème. La famille n'a jamais eu beaucoup d'argent, mais dans le manoir familial, il y avait une vie mondaine selon les critères les plus conservateurs de l'époque. Par ailleurs, le père était un cousin d'Alphonse de Chateaubriand, qui a été un romancier de l'entre-deux-guerres, tenté de plus en plus vers la droite, puis vers l'extrême droite, puis vers des zones... Lourdines, entre autres. Exactement, l'auteur de Monsieur les Lourdines. Donc, qui pendant la guerre... Oui, dirons-nous qu'il n'a pas hésité à collaborer. Voilà, c'est ça. Nous mettrons un voile pudique sur cette période. Odette du Puy-Godot, au contraire, pendant la guerre, va se retrouver plutôt dans les rangs de la résistance. On y reviendra tout à fait en fin de conférence. Elle est bretonne, et ça pour elle, elle est donc aristocrate, elle est bretonne. Elle sera d'ailleurs très favorable au parti autonomiste breton, qu'on verra se développer un peu dans l'entre-deux-guerres sans grand résultat, parce que là aussi, les méandres de la Seconde Guerre mondiale ont porté un coup assez fatal à ce parti autonomiste, qu'on retrouvera un tout petit peu, les plus âgés d'entre nous s'en souviennent, dans les années 68, mais sans que jamais il ne débouche sur une véritable autonomie de la Bretagne. Élevée ainsi comme un garçon donc de ce type de milieu, Odette, à un moment, et avec une éducation, en revanche, de jeune fille accomplie de la bourgeoisie française ou de l'aristocratie française dans ces périodes. Elle apprend la musique, elle apprend à dessiner, elle a une excellente culture générale. C'est une personne qui est tout à fait cultivée.
Et vient pour elle le temps de l'émancipation. Elle étouffe dans son milieu familial et finalement en 1920, après avoir beaucoup bataillé dans sa famille, elle parvient à obtenir l'autorisation de partir à Paris. Elle a à l'époque quasiment 27 ans. Hein. Et elle va suivre des cours d'océanographie avec l'idée de devenir océanographe. Très vite, elle se rend compte que cette idée ne sera qu'un rêve parce que ce milieu est extrêmement masculin. C'est une question qu'elle retrouvera très régulièrement au cours de sa vie. Et en fait, son père l'a laissée partir, mais n'a qu'une envie, c'est qu'elle revienne. Et il lui faut donc arriver à gagner sa vie, à devenir autonome pour ne pas être obligée de revenir la tête basse en Bretagne. Elle va à ce moment-là se faire engager comme dessinatrice au laboratoire du Muséum d'histoire naturelle et au Collège de France. Ce qui lui permet de vivre sans, pas dans l'abondance, mais enfin de façon convenable. Et elle dira beaucoup plus tard, en 1948, dans une interview, « J'ai toujours rêvé de partir et j'ai exercé toutes sortes de métiers dans ce but, car je n'avais pas de fortune. J'ai fait pendant plusieurs années du dessin d'histoire naturelle, avec l'espoir qu'on m'enverrait quelques jours accompagner une mission, mais les savants et les explorateurs riaient de ce désir, disant qu'ils n'avaient pas besoin d'un petit bout de femme comme moi. » Alors ce petit bout de femme va en fait donner du fil à retordre aux savants, aux explorateurs, aux différents administrateurs des ministères, aux administrateurs militaires, et elle va finalement pouvoir tout au long de sa vie accomplir ses rêves de jeunesse. Ceci étant, dans un premier temps, la vie à Paris va se révéler difficile. Son père, dont on dirait aujourd'hui, selon un vocabulaire du XXIe siècle, qu'il est toxique, lui fait perdre son emploi en envoyant des lettres d'injures à ses différents responsables. Donc ceux-ci finissent par abandonner la partie, et elle aurait pu à ce moment-là ou sombrer ou retourner en Bretagne. Mais coup de chance, elle rencontre une richissime collectionneuse de papillons. Cette dame s'appelle Madame Fournier. Elle s'intéresse aussi beaucoup aux dames et elle a une collection absolument fabuleuse de papillons et elle va employer notre Odette comme dessinatrice de sa collection. Cette collection fabuleuse, à sa mort, sera léguée au Muséum d'histoire naturelle et classée monument historique en 1947. Là, donc, Odette trouve une protectrice, peut-être davantage, ça reste ouvert, la question reste ouverte. Et Madame Fournier va lui offrir ce qui sera le bien le plus précieux d'Odette tout au long de sa vie, enfin longtemps du moins, une péniche ancrée à Paris et qu'elle appelle le Carré. Et cette péniche sera son havre, elle sera son lieu d'indépendance puisqu'elle a désormais un logement, d'autant que Madame Fournier l'aide à restaurer la péniche. Et puis donc elle la finance, elle rentrera également comme styliste à l'atelier de Jeanne Lanvin. Nous sommes dans les années 1920-1930 et on adore ce type de décoration, des femmes papillons, etc. Et elle va travailler pendant plusieurs années comme péniche. Et puis un jour, en 1932, elle rencontre une voyante russe qui exerçait dans un café de la rue Royale. Et celle-ci lui prédit deux choses, qu'elle aura une rencontre amoureuse via un journal féminin et qu'elle fera les voyages dont elle a toujours rêvé. Elle sort un peu étonnée de cette rencontre. Et en fait, elle va voir un journal féminin qui s'appelle Ève. Et là, elle va y rencontrer une des rédactrices, Marcel Born-Kreuzberger. Entre elles, c'est le coup de foudre qui durera leur vie complète. Elle lui fait changer son nom. Et Marcel devient Marion Sénon. Et à partir de là, enfin quelques jours plus tard, Marion Sénon vient à la péniche. Et à partir de là, ces deux femmes ne se quitteront plus jusqu'à la mort de Marion en 1977. Marion va équilibrer complètement Odette, là où Odette est plus énergique, plus spontanée, plus instinctive. Marion va apporter un tempérament plus modéré. Elle appartient à une famille de la riche bourgeoisie. Elle ne rompra d'ailleurs jamais les liens avec sa famille, au grand désespoir d'Odette, qui l'aurait bien volontiers accaparé pour elle toute seule. Elle passera régulièrement des temps de vacances, des temps dans sa famille. Mais elle n'abandonnera jamais Odette. C'est également celle qui sera la diplomate, en quelque sorte le ministre des Relations internationales de ce couple, et elle arrivera toujours à tempérer, éventuellement à dénouer des situations tendues, lorsqu'Odette est allée un peu loin dans sa vivacité et l'expression de ses désirs.
là, à partir de là, Odette va pouvoir vivre sa vie en quelque sorte. Juste avant de rencontrer Marion, elle avait eu déjà une aventure étonnante pour quelqu'un de sa génération. Elle avait obtenu un livret maritime et elle avait obtenu de s'engager comme matelot pour la pêche au long cours. Et elle sera matelot entre 1928 et 1931. Son père est mort en septembre 1930 et elle aura tout au long de sa vie à cœur de faire valoir l'œuvre de son père, d'organiser des expositions. Elle restera toujours fidèle à cette image qui a tant compté pour elle. Elle adorera le métier de journaliste qu'elle va pratiquer tout au long de sa vie, en général sous un costume et sous un pseudonyme masculin qui est Marcel Dupuis. Elle fait des reportages en mer dans les années 30, mais elle en fera ensuite plus tard dans les cafés des Champs-Élysées, à la Bourse, qui, je vous le rappelle, à l'époque était interdite aux femmes. Elle assistera aussi à des duels d'escrime. Enfin, elle va tout au long de sa vie exercer ce métier qu'elle aime bien. Il faut dire également qu'elle a un réel talent d'écriture, surtout, je dirais, dans le domaine journalistique. Elle saisit bien une situation, elle l'écrit vite. Ses textes sont toujours agréables à lire. Mais en fait, la grande affaire de sa vie, elle va la rencontrer justement juste après la rencontre avec Marion, accomplissant ainsi les prédictions de la voyante. Elles vont, en les préparant très soigneusement, décider de monter sur pied une mission ethnographique et archéologique en Mauritanie. À l'époque, il faut se rappeler des conditions de voyage. Il faut se rappeler que la Mauritanie est en proie à des guérillas contre les postes de l'armée française. Il faut se rappeler qu'on est quand même et dans les colonies françaises et en Mauritanie, dans des sociétés qui sont très masculines. Aujourd'hui, les féministes nous diraient qu'on est sous le patriarcat le plus absolu, ce qui est objectivement vrai. Et elles vont franchir avec une ténacité absolument étonnante tous ces obstacles les uns après les autres. Elles vont obtenir des fonds, elles vont obtenir des lettres d'introduction, elles vont obtenir des appuis de l'administration française, elles vont ensuite, le dernier obstacle à franchir sera, disons, la réticence, pour ne pas dire davantage, de l'armée coloniale en place, mais elles y parviendront. Elles vont donc partir dans des conditions qui sont des conditions extrêmement compliquées. Passons sur le voyage maritime qui, lui, a des difficultés de l'époque, mais sans plus, mais surtout dans le désert. Et elles vont d'ailleurs souvent être malades. Elles vont marcher beaucoup à pied et également à dos de ce qu'elles appellent des chameaux, qui sont en fait des dromadaires. Et elles vont avoir diverses maladies. Elles reviendront à chaque fois, elles vont faire trois missions, elles reviendront à chaque fois complètement exténuées, ayant perdu des dizaines de kilos, mais toujours prêtes à repartir. Et si elles s'habillent selon les coutumes locales, c'est-à-dire en sarouel, en djellaba, elles ont toujours dans leur bagage des robes élégantes pour faire face aux éventuelles soirées dans les postes militaires français. Soirées auxquelles elles sont ou ne sont pas conviées. Quand elles ne sont pas conviées, elles en sont profondément humiliées. Et quand elles sont conviées, en fait, elles séduisent parce qu'elles sont quand même l'une et l'autre des personnalités plus qu'étonnantes. Le premier voyage, c'est de novembre 1933 à octobre 1934. C'est une mission ethnographique pour faire des reportages en Mauritanie. La Mauritanie est à l'époque quasiment inconnue. Odette va être briefée en particulier par le père de Breuil, qui était un des fondateurs de l'archéologie préhistorique française. Elles ont leur talent l'une et l'autre d'aquarelliste et de dessinatrice. Elles ont des lettres de mission de la Société géographique et du Muséum. Et donc, elles partent. Arrivées au Maghreb, elles ont énormément de mal, mais elles parviennent à monter une caravane et elles vont partir vers la Mauritanie à travers le désert donc algérien, le désert du Sahara, avec 4 guerriers morts qui les encadrent. Elles ne parlent pas la langue, elles ne parlent ni l'arabe ni la langue des morts. Elles ont une idée comme ça des règles de la vie mondiale, de la vie mauritanienne et de la vie nomade. Elles vont faire des étapes régulières dans les postes français où là, elles sont plutôt mal accueillies par les militaires pour des raisons diverses. Bon, certes, il y a la misogynie, mais il y a également le fait qu'ils ont à tenir des régions dans lesquelles il y a une incertitude militaire et ils n'ont pas tellement envie de voir ces 2 jeunes femmes s'embarquer, risquer d'être ou tuées ou en otage. Il y a également un œil différent sur elles. Elles pensent qu'elles ne connaissent rien, qu'elles ne comprendront jamais rien à la vie mauritanienne. La réalité, enfin l'expérience va démontrer le contraire.
Et en fait, elles arrivent dans cette société de nomades mauritaniens, et d'un seul coup, il y a un coup de foudre entre Odette de Puy-Godot, malgré tous les obstacles que je viens d'évoquer, et puis la société mauritanienne. Elle retrouve dans les Mauritaniens une société de seigneurs. Alors c'est vrai que c'est une société qui est hyper hiérarchisée, qu'elle va essentiellement avoir des liens avec les chefs, donc dans lesquels elle se reconnaît sur un plan d'égalité, puisque sur le plan social, elle considère qu'elle est strictement équivalente à eux, voire peut-être parfois légèrement supérieure, voilà, et que le fait qu'elle soit une femme, elle voit vraiment pas en quoi ça pourrait être un obstacle. Avec son amie, elles vont faire une mission très importante de repérage de peintures rupestres que personne n'avait jamais vues, et de façon extrêmement sérieuse, avec des photographies, des dessins, des relevés très précis, des cartes. Elles iront jusqu'à Chinguetti, la ville dans laquelle est conservée encore aujourd'hui toute une bibliothèque d'exemplaires du Coran. Elles ont un regard sur l'esclavage qui a de quoi choquer aujourd'hui. Elles trouvent les morts sont une société esclavagiste. Les traces en sont encore très présentes aujourd'hui. Les morts, les esclaves des Nords sont les ratines, c'est-à-dire les Noirs venus du Soudan. Et elle trouve qu'après tout, elle lit cet esclavage, disons selon les termes d'une société féodale plus ou moins rêvée, imaginée dans l'Occident du 9e, 10e siècle. Après 9 mois de voyage, 2500 km à dos de chameau, disent-elles, 2000 km en voiture, elles reviennent en France en 1934. Elles ont alors de quoi éblouir les milieux parisiens, aussi bien les milieux scientifiques qui récupèrent bien classés tous les résultats de leur mission qui sont extrêmement précieux. Pour autant, jamais on n'accordera à Odette de statut scientifique. Elle sera toujours l'amateur qu'on veut bien utiliser, mais qu'on ne reconnaîtra jamais comme une égale. Alors pour deux raisons, parce que c'est une femme et parce qu'elle n'a pas les diplômes universitaires, et que dans ce milieu, donc elle n'est pas reconnue ainsi. Mais elles vont avoir également une période de vie mondaine dans laquelle elles vont jouer à fond avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de malice, pas mal de rouerie, le jeu des deux morts. Elles arrivent avec leur nécessaire à thé dans les soirées mondaines où elles sont invitées, elles sont habillées en mort. Elle raconte des anecdotes avec beaucoup de talent. Enfin bon, il faut se rappeler que cette vie mondaine, un autre aux antipodes d'elle, Charles de Foucault, elle l'avait également expérimenté pendant son ermitage à Tamaracet. Ça permet de faire connaître le pays, ça permet de faire connaître la civilisation, et ça permet éventuellement de ramasser des fonds pour une mission ultérieure. C'est pas une vie mondaine comme ça pour rien, pour le seul plaisir. En 1935, elle va publier un livre illustré par Marion, qui est Pieds nus à travers la Mauritanie, qui recevra en 1936 le prix de l'Académie française, qui est le premier texte ethnographique sur les coutumes des morts, et qui reste aujourd'hui un texte dont on reconnaît la valeur scientifique. Second voyage, avec les mêmes difficultés, je n'y reviens pas, décembre 36, février 38, pratiquement 2 ans. Elles partent du Maroc, elles traversent tout le sud saharien, elles arrivent en Mauritanie, et elles vont venir en passant par le Soudan français, par l'est du Sahara, et elles vont, en remontant à travers le sud algérien, elles vont revenir donc au point de départ. Cette fois-ci, la mission était encore plus officielle parce qu'elles ont été couvertes par 2 ministères importants, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des colonies, et évidemment avec l'appui du Muséum d'histoire naturelle. Elles vont traverser d'abord 1200 km de désert, elles vont arriver à Tombouctou. Au départ, le départ est difficile parce qu'elles partent du Maroc, et alors là, elles considèrent que les colons sont des personnages absolument épouvantables. Elles détestent cette ambiance. Dans le Maroc de Lyautey, elles se sentent déjà davantage sur un terrain d'entente, parce que Lyautey, je vous le rappelle, avait fait énormément, par exemple, un détail, mais qui n'est pas anecdotique, il interdisait aux Occidentaux d'entrer dans les mosquées, par respect à l'égard de la mosquée. Et Lyautey avait tenu à ce qu'on fasse attention au Maroc. Le Maroc était également un pays qui était structuré avant que les Français n'y arrivent. Elle compare les indigènes, mais ceci dit, elle compare les indigènes du Maghreb aux Mauritaniens, et elle considère que vraiment c'est une bande de pouilleux par rapport aux seigneurs, donc, que sont les Mauritaniens et que sont ces nomades.
elle arrive enfin à monter sa caravane. Et là, je vous cite une phrase pour revenir à ce qu'on a dit en introduction sur Théodore Monod. Il semble que le dépouillement de cette nature aiguise chez l'homme le goût de son propre dépouillement, que le silence et la solitude appellent encore plus de solitude et de silence. Et ça, c'est un point commun avec tous ceux, Foucault, Charles de Foucault, Théodore Monod, etc., tous ceux qui ont vécu dans les déserts, quels que soient les déserts, qu'ils soient chauds ou qu'ils soient froids, tirent toujours ce même genre de conclusion. Ce voyage les conduit jusqu'à la caravane du sel, ce qu'on appelle la Zalaïs, donc sur laquelle elle fera un récit qui est très intéressant. La caravane du sel, c'est 2 fois par an, en avril et en novembre, à Tombouctou, plusieurs milliers de chameaux qui sont réunis avec des groupes d'intérêts divers, enfin des chefs de caravane d'intérêts divers, qui remontent sur 700 km au nord jusqu'aux mines de sel de Toudéni, qui là s'arrêtent pendant 4 à 5 jours pour charger les chameaux de ces barres de sel, et puis après on repart vers le nord. Et elles vont réussir à s'incruster dans la... Alors cette caravane était encadrée par l'armée française, en raison de tous les risques que j'ai évoqués, et l'officier qui était chargé de diriger cette caravane n'a absolument pas l'intention de voir ces 2 jeunes femmes s'incruster là. Donc au départ, elles n'arrivent pas à trouver de chameaux, elles n'arrivent pas... Enfin, on leur met tous les obstacles possibles, et finalement, un marchand de Tombouctou qui est absolument, qui finit par être touché par leur obstination, décide de les aider, leur monte une caravane, et elles vont monter avec leur caravane. Alors ça ne sera pas facile non plus, parce que les chameliers, considèrent qu'ils n'ont pas d'ordre à recevoir de 2 femmes occidentales qui n'y connaissent rien. Donc en fait, c'est un parcours qui a été semé d'embûches, mais elles y sont arrivées, et donc elles racontent ce récit dans La Grande Foire aux Dates, publié en 1937. Et après l'étape du Selgem, elles vont remonter avec ce qu'on appelle les groupes nomades, qui étaient des groupes d'armées indigènes armés par l'armée française, et elles vont remonter vers le nord au Maroc. Elles reviendront donc avec les mêmes résultats que pour la première. Et en juin 1939, elles tentent à nouveau une mission, mais en juin 1939, les choses vont aller vite assez mal, et elles vont finalement être coincées, si je puis dire, à Paris, lorsque la guerre est déclarée. Et à ce moment-là, en août 1940, il n'est plus question de repartir, qu'à cela ne tienne. Odette, voyant la situation dans Paris occupé, monte ce qu'elle appelle le service féminin français, qui est là pour aider les femmes françaises, qui est là pour aussi s'occuper de ce que faisaient beaucoup les femmes à l'époque, c'est-à-dire l'envoi de colis aux prisonniers, ça sera à l'automne, mais qui fera également des faux papiers, etc., et qui sera là, et qui sera un véritable succès, ce service féminin français. Après la guerre, c'est l'ultime voyage. Elles vont réussir à obtenir une dernière mission entre 49 et 51, mais cette mission va être celle du temps des déceptions, parce qu'elles ne reconnaissent plus la Mauritanie dans laquelle elles ont vécu dans l'entre-deux-guerres. Entre-temps, celle-ci s'est ouverte avec les voies de communication, elle s'est ouverte à la modernité. Les nomades, la société est toujours aussi hiérarchisée, mais les nomades, finalement, abandonnent pas partie ou tout de leur mode de vie. Et pour elles, ces seigneurs sont définitivement tombés dans la déchéance, alors qu'elles continuent à rêver de cette Mauritanie qu'elle a tellement aimée. En France, elle n'a plus tellement de possibilités, elle n'arrive pas à trouver d'emploi. Et finalement, elles vont se retirer à Rabat en 1961. Dans un premier temps, mais ça va durer très peu de temps, Odette va pouvoir réaliser à Radio Rabat des émissions culturelles. Ça va durer 1 an. Elle sera documentaliste au ministère de l'Information en 1963, puis chef du bureau de la préhistoire au musée archéologique de Rabat entre 70 et 77. Mais ça sera quand même à chaque fois un combat. Elle n'est jamais pleinement reconnue. C'est plus de la désillusion qu'autre chose. Et le 3 octobre 1977, à 95 ans quand même, Marion s'éteint, et Odette va rester seule, donc jusqu'à sa mort en 91, et elle va à ce moment-là, et
c'est un des épisodes quand même difficiles de sa vie. Elle va défendre les droits du Maroc sur la Mauritanie. C'est l'époque du Front Polisario. C'est l'époque où donc les Mauritaniens se sentent dépossédés, où on a des situations de guerre assez fortes justement dans cette région. Et ses amis mauritaniens ne comprendront jamais pourquoi elle les a en quelque sorte trahis, enfin, ou même absolument trahis, en soutenant les droits du Maroc sur eux. Sa logique à elle était que la Mauritanie avait en quelque sorte perdu son âme et qu'il fallait essayer de la préserver. Je ne trancherai évidemment pas dans ce cas, dans ce domaine. En conclusion, que peut-on dire sur cette femme qui est quand même une femme absolument étonnante, exceptionnelle, même si, je le répète, elle n'est pas celle de son espèce dans ce champ d'action. D'abord, elle n'a jamais été reconnue de son vivant véritablement comme une scientifique à part entière. Ceci étant, et de son vivant et maintenant, chacun s'accorde à reconnaître la qualité du recensement ethnographique qu'elle a été capable de réaliser et qu'elle a beaucoup diffusé dans des conférences, des reportages, des dessins, des écrits. Et d'ailleurs, ces textes sont assez régulièrement réédités. C'est la question que j'allais vous poser justement. Voilà. Chez quel éditeur Actes Sud en particulier. Actes Sud. Est-ce qu'on aurait pu penser à Terre Humaine chez Plon également Ben non. Non, chez Actes Sud. Et elle a fait l'objet d'une thèse par comme elle a déposé à sa mort toutes ses archives à la Bibliothèque nationale de France, il y a une conservatrice de la Bibliothèque nationale de France qui s'appelle Marcel Vérité et qui a fait, et j'ai oublié d'apporter le livre, et qui a fait un ouvrage, qui lui a consacré un ouvrage qui est très intéressant. Toute sa vie, elle a souffert d'avoir été marginalisée comme amateur, en quelque sorte. Elle a sombré plus ou moins dans l'oubli, mais je dirais là... Elle a sombré, elle, dans l'oubli, même si elle est connue notamment de ceux qui aiment le désert. Moins que son amie Marion et sa compagne, Marion Sénon, qui a subi un sort, je dirais, encore plus injuste que celui d'Odette. Cette Odette a été le chef du couple, mais elle, Marion, a beaucoup contribué à permettre à Odette de faire tout ce qu'elle a fait. Elles ont d'ailleurs toujours tout accompli ensemble. Odette la cite toujours, mais Marion Sénon est beaucoup plus inconnue encore. Vous savez ce qu'on peut dire sur les femmes, il y a plus inconnu que l'homme célèbre, et il y a sa femme derrière. Donc, pour conclure, revenons à ce qu'on disait au départ. On a cité quelques noms. J'y ajouterai Titaina, la sœur de quelqu'un qui, lui, a été très connu dans les milieux scientifiques, qui est Alfred Sauvy, Elsa Maillard, ou encore Anita Conti, qu'on appelle parfois la grande dame de la mer, et à qui on doit l'idée qui a plutôt prévalu après sa mort que de son vivant, qu'il fallait avoir des pêches qui étaient des pêches raisonnées et qu'il fallait préserver des espèces menacées. Donc autant de figures. Alors je vous donne plutôt des figures féminines, mais il y a également des figures masculines qui ont été victimes d'un oubli plus ou moins juste. Merci à vous d'avoir permis de découvrir cette grande dame. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr